Bienvenue à Parle Jazz. Bon mardi. J'accueille aujourd'hui Jacques Giguère. Il est avec nous en studio. Salut Jacques. Ah ben oui, t'avais pas préparé ton micro. Oui, bonjour. On était presque prêt. Ben voilà, bienvenue à l'émission aujourd'hui. Jacques, un sujet qu'on va aborder en début d'émission. Tu me disais de baisser le volume? Non, juste ferme le micro parce que je vais être obligé de le bouger. OK, je vais fermer ton micro le temps que tu le bouges. On vous évite le bruit. Voilà. Voilà, merci. Il est de retour bien en place devant son microphone. Alors aujourd'hui, en début d'émission, on va parler du projet de construction là, à Memramcook. On parle de faire 108 logements. Il y a beaucoup d'opposition au projet. Je dirais sur le côté des agriculteurs, on s'y oppose parce que ça pourrait changer la donne, leur enlever des terres agricoles qui ne reviendront jamais agricoles. Hein, c'est le zonage finalement échangé. Des choses comme ça. On a beaucoup de gens aussi. Il y a une pétition en ligne qui s'oppose au projet, mais on a des gens qui l'appuient, dont un jeune qui va venir nous parler, Jacob Richard, qui est au bout du fil. C'est un jeune de Memramcook. Vous l'avez souvent entendu ici à la radio. Jacob Richard, t'es là au bout du fil? Oui, bonjour Sébastien, ça va bien? Ça va très bien, Jacob. Salut. Bienvenue à Parle Jazz aujourd'hui. Bonjour. Bon, merci. Bonjour, Jacob. Bonjour, ça va bien? Oui, t'es pas à l'école là, ce matin? J'ai juste avant mon cours, là. Ah, OK, t'es juste Je avant. time ça juste pour pouvoir arriver au premier cours, là. Ben oui. Ben, tu tenais de nous jaser de ça. C'est un projet qui te tient à cœur, là, le projet de construction à Memramcook. Je pense que de ton côté, Jacob, tu vois ça d'un bon œil. T'es d'accord avec ce qu'on entrevoit? Oui, ben c'est bien ça. Pour commencer, je suis le débat depuis le début. Parce que, premièrement, aussitôt que j'ai vu ça, moi, mes grands-parents ont résidé la résidence juste à côté pendant plusieurs décennies. Et puis, juste avant ça, c'était mes arrière-grands-parents. Donc, ça restait pour plus de 50 ans de la famille. Ça fait qu'aussitôt que j'ai vu qu'il y avait du développement là, j'ai regardé tout de suite au dossier. Puis, c'est ça là que j'ai pris à m'intéresser au dossier. Puis, de plus en plus que je regardais, c'est de plus en plus là que j'ai tenu que j'étais pour le développement en écoutant des arguments puis en lisant des articles. Puis j'ai aussi parlé avec différentes personnes. J'ai parlé aux développeurs justement hier soir. Puis justement, le début de mon application vraiment du début a été que j'ai fait un post Facebook pour donner mon apport au projet. Oui, j'avais vu mon ça. opinion. Mm-hmm. Puis là, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Puis, je comprends, puis je vais l'ajouter. Faut que tout le monde respecte les opinions des autres parce que, justement, je parlais avec une famille hier. C'est qu'on a eu des menaces. Puis, c'est à cause du projet, là, pour avoir été pour ou contre. Il y a eu beaucoup. Ah ouais. Ça fait que je tenais à ajouter aussi que tout le monde est respectueux parce que ça fait beaucoup de stress pour ces familles-là. J'en parlais avec une famille hier, là. OK. Quand tu dis, c'est des gens qui étaient pour ou contre le projet qui ont eu des menaces? Les personnes qui étaient pour le projet qui ont eu des menaces. Ah oui. La famille d'un des développeurs, c'est vraiment... je parlais avec une famille hier, là, puis il y a eu des menaces, puis... Okay. Mais c'est ça. Est-ce que tu dis, Jacob, d'abord, félicitations pour ton engagement. Ça, c'est une chose qui me frappe. Il y a peu de gens de ta génération, cette nouvelle génération-là montante, qui s'intéressent à la cause municipale ou qui s'intéressent à la politique ou qui s'intéressent à sa communauté. Et toi, tu le fais et bravo. Merci de faire ça et continue de le faire. Ça, je pense que c'est important. Peu importe ta position, là, c'est de pouvoir l'exprimer avec autant de spontanéité. Là. Moi, je suis vraiment content de t'entendre là-dessus. Tu dis que tu as parlé aux développeurs. Est-ce que tu as parlé aussi aux agriculteurs? J'ai pas eu la chance de leur parler, mais j'ai lu les articles, j'ai vu leur opinion. Mais je peux dire une chose, que j'ai parlé aux développeurs hier soir, puis le développeur a eu des conversations avec les agriculteurs. De ce côté-là, il disait ça qu'il y a eu une rencontre avec eux hier soir, puis que ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu une rencontre avec les deux agriculteurs de deux fermes. Il disait que c'était vraiment bien passé, puis que si le projet est approuvé, ben lui tenait à rencontrer les agriculteurs, puis essayer de faire ça sans, puis de pouvoir travailler avec eux pour le projet. OK.
Puis, d'autres choses, Jacob, peut-être qu'est-ce qui s'en va pour la suite? Toi, est-ce que tu vas continuer de t'impliquer dans ce projet-là? Toujours, tu sais, j'ai envoyé un courriel au conseil municipal en fin de semaine. J'ai eu plusieurs personnes que j'ai parlé à, tu sais, pour différentes questions. J'ai parlé au promoteur, puis il y avait quelques petits sujets que je vais juste donner, qui m'a parlé d'eux, puis qui m'a qui me disait que je pourrais partager à l'émission ce matin. Oui, vas-y. Il me parlait beaucoup, tu sais, des vieillards dans le Romco. Il n'y a pas beaucoup de place que les vieillards peuvent aller, c'est ceux qui veulent downsizer ou qui ne peuvent plus entretenir leur bâtiment, tu sais. Ouais, pour pas qu'ils quittent, hein, c'est ça, pour pas qu'ils quittent même Ramcook. Justement, une expérience personnelle, moi, mes grands-parents résidaient à Ramcook, je parlais tantôt, ils restaient juste à côté. Puis quand ils sont venus à downsizer, ben, il n'y avait pas de logement à Ramcook, tu sais, plus petit. J'étais supposé aller à Moncton. Mais tu sais, comme je parlais de ça dans une discussion en fin de semaine, ben, tu sais, ils ont dit s'il y a eu des résidents, des logements comme ça, ben, tu sais, il allait rester de la vallée. Maintenant, ils sont de retour à la vallée, là. Ils ont eu du logement par ici. Mais je parlais avec le développeur, puis il disait qu'il allait avoir une bâtisse ou deux, il n'était pas encore sûr, seulement pour les 50 ans et plus. Donc, ce sera pour des gens qui veulent downsizer, qui peuvent aller, tu sais, puis ils n'ont pas de bruit d'enfants, quelque chose comme ça, là, il disait, parce que c'est sûr qu'il pourrait avoir des enfants dans des différents buildings, mais dans celui-là, ça serait seulement pour les 50 ans et plus. Oui, c'est ça, j'ai vu qu'ils veulent faire plein, hein. Ils veulent faire un bâtiment de 8 logements pour les 50 ans et plus, puis un autre de 12 appartements, des maisons en rangée, 4 appartements, des duplex. Ils veulent vraiment, à terme, là, sur plusieurs années, ils veulent finir par avoir quand même beaucoup. Mais si aujourd'hui, il y a autant de réticence dans la communauté, c'est que ça veut dire quelque chose aussi. Moi, je comprends le développeur de vouloir prendre un bout de terrain puis d'offrir la possibilité de construire différents logements. La logique de développeur est très bien respectée là-dedans. Puis ça, je pense que même les agriculteurs et la municipalité, tout le monde comprend ça. Oui. Le développeur suit les règles, OK? Sauf que là, on se trouve à la croisée des chemins. Je prends l'exemple de Dieppe. Dieppe a choisi la croissance économique à tout prix et on écrase tout le reste. Donc, il n'y a plus d'agriculture à Dieppe, par exemple. Ça n'existe plus. Même les forêts sont en train de disparaître. On construit des boulevards. On continue comme ça dans ce sens-là. Mais c'est un choix de communauté. Il y a des gens là aussi qui ont de la difficulté avec ça. Même Ramcook a le privilège d'être un grand territoire en superficie avec peu de gens et l'agriculture est très présente là-dedans. Tu vois? Et donc ça, c'est quoi la politique, c'est l'art du compromis. Et là, tout à coup, le conseil doit trancher entre qu'est-ce qui est le meilleur pour la communauté. Dans le fond, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent les deux. On veut de l'agriculture, mais on veut aussi garder nos personnes âgées. Mais l'impact que ça aura sur l'agriculture est très grand. Oui. Jacob, je voudrais te laisser terminer. Je sais que tu dois aller à un cours. Hein? Oui. Je vais te laisser rajouter là, ce que tu voulais nous partager sur les points du promoteur, entre autres. C'est bien ça, Georges. Je comprends à 100% ton opinion. Puis c'est comme que j'ai dit, je comprends l'opinion des agriculteurs aussi. Mais en finissant, c'est ça. Tu sais, le développeur me disait hier, lui, quand il a commencé le projet, il ne savait même pas où la terre. Il a commencé ça 2 ans passés. Il disait, son goal numéro 1, ça qu'il aimerait faire, c'était que ça c'est affordable. Et puis c'est ça qui était son premier but. Puis il me confirmait que, tu sais, il y a eu des rumeurs qui sont passées sur les médias sociaux sur les 2 000 $. Il dit, je peux vous garantir que ça va être sous 2 000 $. Et puis il me disait il va vous dire ça à l'émission aujourd'hui. Okay. Il y a déjà des plans. Puis l'autre but était de garder les jeunes de Ramcook dans le village. Puis, tu sais, comme moi-même, de mon opinion, j'aimerais rester à Ramcook, mais c'est comme je disais hier, puis plusieurs personnes m'ont dit, tout de suite, c'est pas vraiment affordable, tu sais. C'est ça qui était son but à lui. Je comprends à 100%. Tu sais, les jeunes de Ramcook restent locaux. Il me disait aussi que pour bâtir ça, il aimerait d'acheter les choses locales. Tu sais, on a plusieurs services à Ramcook. Puis il me l'a dit, puis je cite, on ne cherche pas à créer un Dieppe à Ramcook. Puis, tu sais, moi aussi, je l'ai dit dans mon opinion, tu sais, on ne veut pas devenir Dieppe, on aimerait juste de développer pour pouvoir avoir un petit peu plus de population. Puis je finis en disant que si on veut, le village cherche à avoir un centre communautaire,
un centre récréatif, plusieurs services à Ramcook, on doit développer un petit peu. Je ne dis pas qu'on doit devenir diète parce que ça, c'est contre mon opinion à 100%. On doit développer un petit peu, mais sur le centre communautaire, un centre récréatif, si on veut développer un peu plus, sur Facebook, tu vois beaucoup les derniers jours que les gens aimeraient d'avoir un supermarché, un grocery store, on doit développer pour ça. Oui, on a déjà eu 2 à Memramcook, des épiceries, puis ils n'existent plus. Puis il y avait moins de monde. C'est un vrai puis un faux argument. C'est parce qu'on n'en a pas, on pense qu'avec plus de population, on va avoir une épicerie. Ça se pourrait que les gens aillent encore au Costco. Mais les gens vont quand même aller, ils vont comparer les prix. La dynamique va rester la même. L'autre chose, si on ajoute une épicerie à Memramcook, on vient mettons, je nommerai pas une chaîne, mais n'importe quelle grande chaîne, on va avoir une compétition directe chez nos producteurs locaux. Je pense le pain du collège, ces choses comme ça. Alors, il y a un bon, mais il y a un côté négatif aussi, parce que 99% du stock qui va être dans l'épicerie va venir de l'extérieur. Comprends-tu? Oui. Donc, l'agriculture locale, elle va en souffrir, elle aussi. Un coup, donc, c'est-à-dire que dans chaque croissance économique, il y a un coût social puis un coût écologique qui n'est jamais calculé. Jamais calculé. Jacob, j'imagine qu'on ne veut pas te faire manquer l'école. Ouais. Tu dois avoir un cours qui s'en vient bientôt. Je finis. Je comprends 100% ton opinion. Ouais. J'ai eu des conversations avec des conseillers municipaux à la réunion du Pierre Rural la semaine dernière. Puis c'est justement un des sujets qui est venu que si on aurait un épicerie, donc on essaierait de travailler les producteurs locaux pour avoir de leurs produits ici à Ramcook. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup pour l'opportunité, puis bonne continuation à l'émission. Oui, merci beaucoup, Jacob. C'est très apprécié, puis on a eu vraiment beaucoup de points de vue de la part du promoteur du projet et tout ça, puis ça fait bien à l'émission. Passe une très belle journée, bonne école. Bonne journée à l'école. À bientôt. Bye-bye. Bye. Ouais. On va prendre un autre appel. On en a plusieurs, j'imagine. C'est le 506-532-0133 si vous voulez participer aux discussions. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, j'avais juste une opinion à dire. Je ne sais pas si c'est le même sujet que vous parlez de. C'est à propos de l'énergie NB. Il y a de quoi que je comprends pas pourquoi le gouvernement ne fait pas ça. Tu as vu dernièrement qu'il y avait des protestations interdites pour l'affaire que l'électricité va monter puis tout le monde se plaint de ça. Oui. Puis ça, je veux dire, c'est pourquoi c'est que le gouvernement, il y a un programme STIR d'éco-énergie que tout le monde peut appliquer à. Puis tu peux sauver de l'électricité avec ça en faisant des rénovations, puis ça coûte rien. Puis ça, je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement met pas ces personnes-là qui ont de la misère à payer le bill en avant des autres. Parlez-nous donc de ce programme-là exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est que, par exemple, moi, j'ai appliqué pour ça 2 ans. Ça m'a pris 2 ans, puis j'ai eu 2 thermopompes, puis ça m'a rien coûté. Ça a pris 2 ans avant de l'avoir. OK. Le programme existe encore? Il y a beaucoup de rénovations que tu peux faire sur les fenêtres, sur les portes. Oui. Puis il n'y a pas de raison que les personnes qui ont de la misère à payer le bill électrique, ils devraient être admis au programme avant les autres, parce que c'est une priorité au gouvernement. Oui. Ça devrait être fait. Quand vous dites mieux isoler les maisons, donc ça veut dire réduire la consommation d'énergie. C'est ça. Et ça là-dessus, vous avez raison. L'électricité qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein? Ça sera toujours ça. Donc, ça veut donc dire de réduire sa consommation. Mais faut-il savoir comment on la consomme et où elle est consommée dans la maison. Et ça, peu de gens sont conscients de ça parce que c'est invisible. On le voit pas. On le voit pas quand on va prendre un bain ou une douche ou que le lave-vaisselle va ou qu'on utilise autant d'eau chaude dans une maison qui chauffe à 140 degrés. Si on chauffe électrique, on met ça à 21, puis on met ça à 21, puis on aura la facture dans un mois. Il y a beaucoup de choses pour sauver de l'électricité. Par exemple, si tu n'utilises pas une room de la maison, tu fermes la porte, puis tu isoles la porte pour tu la calfeutrage, whatever. Puis ensuite, tu sauves la partie que tu utilises pas tout. Ça, c'est rien qu'un exemple. Oui, simplement de fermer la porte. Oui, vous avez raison, simplement de fermer la porte. Des fenêtres de vieilles maisons, si tu mets en plastique en avant de la vitre, tu peux te sauver parce que chaque pouce qui est renformé dans la vitre, tu sauves chaque pouce, tu sauves un R1. Oui. Ça
Oui, c'est plein c'est plein de petits trucs comme ça, mais ça prend quelqu'un qui est débrouillard et curieux et conscient de ça pour le faire. Et ça, c'est pas la majorité des... Énergie NB devrait les contacter, ces personnes-là qui ont de la misère à payer leurs factures. Ouais. Pour proposer le programme, hein? Ben oui. Et les pousser à le faire. Même les locataires aussi. Non, c'est parce qu'on devraient être admis à ce programme-là aussi. on n'est pas toujours conscient. Les autres. On n'est pas toujours conscient des programmes qui sont offerts, mais j'avais été à un moment donné dans une exposition à Moncton, au Colisée, puis il y avait un kiosque Énergie NB, puis il parlait justement de ça. Ces programmes pourraient aider, que ce soit pour l'isolation, les thermopompes, comme vous dites, mais peut-être que c'est pas assez publicisé. En tout cas, il faut que les gens soient au courant que ces programmes existent, puis en profiter le plus possible. Oui, puis c'est pour ça que moi, j'en dis que ça devrait être avant les autres. Comme moi, j'ai attendu 2 ans, ben, eux devraient passer avant moi. C'est ça que j'ai à dire. Et avez-vous calculé l'économie que vous avez fait? Ben, moi, j'ai pas économisé parce que je suis beaucoup énergie efficient déjà. J'ai pas sauvé, j'ai pas checké de 2 ans à 2 ans passés. J'ai pas checké, dans les vieilles maisons, je suis 100% sûr que j'ai même, dernièrement, j'ai pris la maison d'à côté, puis j'ai arrangé les portes d'extérieur parce que tu voyais même l'air passer dans la maison. Wow! Puis je sais que j'ai sauvé probablement peut-être $50-100 sur son facture d'électricité. Là, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est de l'énergie qui peut être utilisée à autre chose. Ils devraient faire un programme pour eux. Oui, bien bravo. Merci de partager ça. OK, merci beaucoup. Merci. On avait eu quelques autres appels en attente. Vous pouvez rappeler. J'ai vu qu'il y en a qui ont raccroché. C'est le 506-532-0133. On vous prendra pour discuter avec nous. On peut peut-être revenir là, sur le projet dont on parlait à Memramcook, Jacques. Oui. C'est sûr que pour aller de l'avant, le conseil municipal doit encore à Memramcook autoriser un changement de zonage. Ça, c'est pas fait encore. Il y a plusieurs résidents de la municipalité qui s'y opposent. On verra si cet appel est sur ce sujet ou autre. Vous pouvez toujours nous contacter. Parle, jazz, on vous écoute. Parle, jazz. Oui. Allô, la subdivision Memramcook, où est-ce que ça va être construit? Ils veulent faire ça au 262 rue Centrale à Memramcook. C'est une construction sur 5 à 10 ans là, qui mettrait, puis ça serait plusieurs édifices dans ce coin-là. Ça se trouve à être entre vous connaissez-vous un peu le village à Memramcook, la centrale? Oui. Entre le Irving puis le Esso, là. Les gens parlent souvent comme ça. Entre l'Institut de Memramcook et le Esso, OK. Donc, c'est un chemin assez sinueux, là. Ça, à gauche, à droite, monte, descend. Et puis, c'est juste avant un ruisseau. Et puis, ça se trouve être en montant vers la colline et non pas en descendant vers la... C'est pas vers la rivière, mais c'est plutôt en montant vers la colline. Donc, c'est de ce côté-là, à peu près à mi-chemin entre les deux, là. OK. C'est sur le bord du chemin de l'église, ou... Oui, c'est le même côté que l'église, oui. OK. Ouais. Puis de chaque côté, il y a une ferme. Il y a 2 fermes, au fond, de chaque côté. Et c'est là que ça va être. Ouais. Puis c'est ce que il y a une chose qu'on a appris, les agriculteurs, la réglementation du ministère de l'Agriculture est différente de ce qu'un développeur doit suivre. Par exemple, un agriculteur qui veut faire de l'agriculture, qui veut augmenter sa superficie d'agriculture, doit respecter une zone de tampon de 750 mètres. Et ça, c'est provincial? Ça, c'est provincial, oui. Donc partout, on pourrait avoir le même dossier. Oui, c'est le même problème partout, au fond. Là. Memramcook est un peu comme un microcosme de la réalité qui se passe ailleurs, à Shediac, à Dieppe, partout. C'est comme ça. Et donc, l'agriculteur, lui, doit respecter 750 mètres avant qu'il y ait une propriété pour pouvoir faire quelque chose d'agriculture sur son terrain. Il y a cette espèce de... C'est gros, 750 mètres. Alors qu'un développeur, lui, peut acheter un terrain adjacent à l'agriculture et faire son développement. Donc, il n'y a plus de zone tampon. Est-ce que c'est injuste, tu trouves, que ça soit pas... c'est qu'ils ne se battent pas à armes égales. C'est pas la même. Ils n'ont pas la même façon de voir le territoire. Puis une terre agricole, lorsqu'elle est, une terre, ça dépend de celle-ci. Elle est pas 100% utilisée pour l'agriculture, mais quand même. Une terre qui était utilisée pour l'agriculture, lorsqu'elle est transformée en quartier résidentiel, c'est fini. Elle ne redeviendra jamais une terre agricole.
C'est une décision importante quand même à prendre du côté de la vallée de Memramcook. Là, oui, ailleurs, partout dans la province, à chaque fois qu'on transforme, chaque fois qu'on fait ça, c'est un problème. Toute la ceinture de Montréal, par exemple, c'est le même problème. Et en plus, au Québec, ils ont une loi sur la protection du territoire agricole. Et malgré cette loi, on réussit à manger de la terre agricole pour les transformer en quartiers résidentiels. Alors, alors imaginez, ici, il n'y a pas de loi. Au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de loi sur la protection du territoire agricole. Donc, ce sont les agriculteurs, les associations d'agriculteurs qui essaient de dire, écoutez, nous, on a besoin de cet espace-là. Alors, c'est ça, c'est le conflit entre vous me nourrissez, mais moi, je veux de la croissance économique. Donc, c'est très difficile. Je ne voudrais pas être à la place des conseillers aujourd'hui pour pouvoir trancher la situation parce que c'est un conflit social. Oui. Entre les deux. Les deux sont essentiels, mais ils ne peuvent pas coexister facilement. Et si on revient vers vous au téléphone, est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous vous opposez au projet ou vous seriez en faveur? Mais il y a différents arguments que tout le monde peut dire, mais à la fin de la journée, c'est mieux un quartier résidentiel qu'une grosse usine qui pollue beaucoup. Oui, je comprends. Oui, mais le quartier résidentiel, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un écosystème, hein? On va prendre un morceau de terrain, puis on va transformer ça en acier, en béton, en asphalte, en plastique, en toutes sortes de choses, puis on va mettre des voitures. On parle de 108 unités, il faut probablement 150, 200 voitures qu'on va rajouter. Vous voyez? Puis si vous regardez le dessin, c'est comme une longue rue qui s'en va, qui s'enfonce là, sur le terrain. Puis il y a des maisons de chaque côté, puis des blocs, appartements. Mais il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir qui va d'un bout à l'autre. Donc, les gens vont marcher dans le chemin. Il va y avoir des bicyclettes dans le chemin. C'est toute une façon de penser qui... Oui, on peut construire. La question n'est pas est-ce qu'on peut construire. On est capable, on l'a démontré. C'est qu'est-ce qu'on veut construire. Mm-hmm. Et toutes ces maisons-là qu'on ajoute, là, c'est 108 là, mais à Dieppe, il y a je ne sais pas combien de blocs, à Chediac, je ne sais pas combien. Toutes ces maisons-là qu'on ajoute et qu'on ajoute et qu'on ajoute, le monsieur le parlait tout à l'heure, ça consomme de l'énergie, tout ça. Ça prend de l'énergie pour faire fonctionner toutes ces maisons-là. Mais on a du monde, Jacques. Il faut que ces gens-là vivent de toute façon. C'est sûr qu'on va consommer de l'énergie. Oui, mais là, on en ajoute. Comprenez? On en ajoute. Oui, c'est parce que le besoin est là. Oui, mais laissez-moi finir la réflexion. Tous ces bâtiments-là qu'on ajoute fait en sorte que ça fait une pression sur Énergie Nouveau-Brunswick qui dit « Ah, mais ça nous prend une centrale au gaz dans Tantramar. » Parce qu'il faut fournir, là. Oui. OK, mais centrale au gaz qui va aller pomper 7 millions de litres d'eau au maximum de sa capacité va venir... Voyez-vous, là, je m'en vais, là. Tes craintes sont environnementales, vraiment, là. Non, c'est qu'elles sont sociales aussi. Sociales. Il y a une croissance exponentielle à Dieppe, Riverview puis Moncton. Ce matin encore, on voit ça, le groupe Assez c'est assez, là, voyons comment ils s'appellent, les commerçants du centre-ville qui disent Assez c'est assez. Ils sont obligés de s'engager des gardes de sécurité parce qu'il y a beaucoup d'itinérance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent fracasser soit des fenêtres ou des entrées par infraction. Donc, il y a des petits crimes, mais beaucoup de petits crimes. Les employés ne se sentent pas en sécurité. Ça aussi, ça vient avec la croissance. Vous comprenez? Il n'y a pas que du positif dans cette croissance-là. Et le problème, c'est que c'est les gouvernements, les municipalités qui sont obligés de gérer le négatif. On privatise les profits, mais on socialise les problèmes. Et c'est ça, j'appelle ça, moi, de la croissance économique aveugle. On fait de la croissance pour la croissance, puis on réglera les problèmes après, au lieu de les intégrer. Une des solutions pourrait être, par exemple, que la province... à travers les conseils de services régionaux et comme les plans 360, là, les gens qui font la réglementation, et le Code canadien du bâtiment, on pourrait dire, OK, on ne veut pas avoir une autre centrale. On pourrait exiger que dorénavant, tous les nouveaux bâtiments soient net zéro, qui produisent autant d'énergie qu'ils en consomment. Avec des panneaux solaires et tout ça. Il y a tellement de technologies. Il y a différentes technologies. Il y a toutes sortes de technologies. Et on peut même faire mieux. Mais comme une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, on produirait de l'énergie. Toutes ces maisons-là produiraient de l'énergie qu'on pourrait utiliser par les industries ou charger votre voiture, ou peu importe.
C'est faisable, mais on n'est pas dans ça. On est encore dans... On fait des développements pour faire des développements parce qu'on veut... Oui, on veut garder nos vieux, puis on veut garder nos jeunes dans nos communautés, mais c'est pas propre à Memramcook. Tout le Nord s'est vidé pendant longtemps pour descendre dans le Sud-Est. Ben, pas partout, pas tout le monde non plus, heureusement. Ah, il y a une chanson du groupe Les Blue Charms qui s'appelle « Le Nord se vide ». Ben, c'est ça. C'est ça. Et donc, pourquoi? Il y aura toujours une migration. C'est pas vrai que tous les jeunes vont rester de Memramcook, vont rester à Memramcook. Non. Il y en a qui vont faire des études supérieures, puis qui vont aller à Mont-Arlesson, ou qui vont aller à Laval, ou ils vont faire autre chose, ou ils vont trouver un travail dans une autre province. Ils vont être enseignants parce qu'il y a ou infirmières ailleurs. C'est pas tout le monde qui va et qui veut rester. C'est la même chose pour les personnes âgées. Oui, il y en a qui veulent rester, puis bravo que ces gens-là restent, mais il y en a aussi qui vont peut-être choisir de se rapprocher de leurs enfants qui sont peut-être plus loin dans une autre communauté. Donc, il y a un libre arbitre. Et il y a une autre conséquence à ça, c'est si on ajoute beaucoup de gens, si on ajoute 104 unités, c'est pas juste nos jeunes ou nos plus vieux qui vont rester dans une communauté. Il y a des gens qui vont venir d'ailleurs. Et ces gens-là, faut qu'ils s'intègrent à la communauté. Est-ce que c'est des logements? Si c'est des logements, c'est des gens qui, dans un mois, peuvent s'en aller. Donc, on voit ça souvent. Ils rentrent, puis ils sortent, puis ils vont magasiner le moins cher. Ils s'en foutent, là. Et puis, pourquoi j'irais là si j'ai toutes mes... Je peux vivre à côté d'une épicerie à Dieppe? Vous voyez? Alors, c'est pas si évident que ça, là. Si on puis il y a une dernière chose que je vais dire. On a quelqu'un au téléphone avec nous, là. Puis vous êtes encore là, vous, au téléphone, hein? Ah oui. OK, vas-y, Jean. La dernière chose, c'est que dans le projet qui a été déposé devant le Conseil, il y a eu un avis du ministère de l'Agriculture. Parce que à chaque fois qu'il y a une construction comme ça, c'est normal que le ministère de l'Environnement ou le ministère de l'Agriculture, dépendamment des développements, soit consulté pour voir s'il n'y a pas des choses que Plan 360 ou que la municipalité aurait pas vu ou avoir l'avis de conseil extérieur. C'est important, ça aussi, dans la décision. Et dans ce cas-là, le ministère de l'Agriculture a émis un avis contre le projet. Donc, et ça, donc, on n'en tient pas compte, si je comprends bien, si on va de l'avant. On choisit de faire du développement. Et donc, c'est quoi l'impact qu'on va avoir sur l'agriculture? C'est quoi le message qu'on lance à nos agriculteurs? Finalement, les terres avoisinantes, vous êtes les prochains? Alors, c'est très difficile, là. C'est pour ça que je dis, je voudrais pas être à la place des conseillers demain matin pour prendre, je dis demain, à un moment donné, pour prendre cette décision-là, parce que c'est ça, là, c'est le conflit géré, puis le petit, je dis le petit, le grand, on peut dire le grand maintenant, Jacob, qui a téléphoné tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il y a eu des gens qui ont eu des menaces. Donc, on vient toucher, là, à un tissu social important, et là, quand on se sent... pas respecté, diminué, on se sent envahi, à un moment donné, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis c'est triste. On a beau dire, ouais, mais il faut dialoguer. Ouais, mais dialoguer, si la conséquence va toujours dans le même sens, il est où le dialogue? Comment est-ce qu'on fait Alors, c'est ça qui est difficile, là. C'est vraiment ça qui est difficile dans ce cas-ci, et c'est une problématique provinciale. Qu'est-ce qu'on fait de notre agriculture? C'est un choix... Je pense qu'il va falloir y penser sérieusement, surtout avec les années qui s'en viennent. Auriez-vous un dernier mot à ajouter, vous, au téléphone? Il y a un dernier point que j'aimerais ajouter, là, c'est pour l'affaire de la centrale de gaz, au lieu de mettre une centrale de gaz parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont contre ça, pourquoi pas regarder en Nouvelle-Écosse s'il y a des éoliennes dans le même coin? Alors, pourquoi pas mettre des éoliennes de bord du Nouveau-Brunswick? Oui, puis ça, Jacques est d'accord avec vous, parce qu'il dit qu'on a un potentiel immense. On a du vent ici, là, au Nouveau-Brunswick, pour faire en masse d'énergie. Donc, oui, en effet, ça, c'est supposé d'être sur la table des réflexions. Mais c'est que ça prend... L'éolienne toute seule, c'est pas suffisant, dans le sens où le vent est pas toujours là. Ce sont puis le solaire, c'est la même chose, c'est des énergies alternatives, c'est-à-dire qu'elles vont puis elles viennent, selon le vent ou selon le soleil. Tu sais, les panneaux solaires ne font pas beaucoup d'énergie la nuit.
Comprenez? Alors, mais le vent, il peut souffler la nuit. Ça dépend des vents et tout ça. Alors, et tout ça, et puis, selon la force, l'intensité ou le voltage ou l'ampérage, ou appelez ça comme vous voudrez, n'est pas la même. Donc, ça vous prend un appareil qui, lui, va régulariser cette tension-là dans les fils. OK? Et la centrale au gaz, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est faire une centrale au gaz, mais avec ça, avoir cette espèce d'appareil-là qui va générer une tension continue dans le fil. Parce que vous ne pouvez pas avoir une télévision, puis de coup, elle ferme, puis de coup, elle rouvre, puis une laveuse qui va... on veut quelque chose d'égal. C'est normal. Nos appareils fonctionnent comme ça. Mm-hmm. Donc, ça prend ça. Et c'est pas impossible de le faire avec autre chose que du gaz. On pourrait le faire avec une grosse batterie qui pourrait aller chercher l'espèce de l'ondulateur là, qui irait chercher l'énergie nécessaire dans les batteries pour pallier le manque ou les baisses dans le solaire et dans l'éolien. C'est tout simplement ça. On doit aller à une courte pause. Je vous remercie à vous qui avez participé aussi à l'émission au téléphone. Merci. Ouais, je vais vous souhaiter une très belle journée. Bonne journée. Et n'hésitez pas à nous rappeler. Merci. Vous écoutez Parle, jase. Bon mardi, en ce 3 février. Aujourd'hui, Jacques Giguère avec nous à l'émission et on a parlé beaucoup jusqu'à présent du projet de logement résidentiel à Memramcook et on reçoit des courriels, on a reçu quelques appels. Par courriel, quelqu'un nous dit, Jacques, je suis confuse de voir qu'un village comme Memramcook soit contre un projet de logement. C'est comme s'il est impossible de voir des projets dans cette région. Ça ferait grandir la population, les jeunes pourraient demeurer au lieu de déménager. Donc oui, tout à fait, on comprend, c'est ça. Mais l'opposition vient pas de tous. Et puis, regardez, il y a un des deux agriculteurs là, qui est du l'autre côté qui a lancé une pétition en ligne contre le rezonage pour le projet immobilier. Et puis, tiens, on va prendre un appel là, tout de suite et on reviendra sur tous ces détails. Parle, jase, on vous écoute. Oui, c'était pour discuter à Sackville, ils voulaient en faire Énergie Nouveau-Brunswick voulait faire un plan pour du gaz. Oui, elle parler de la centrale de gaz, oui. Oui. Mon opinion là-dessus, on n'a pas de choix. Je veux dire, le gouvernement encourageait les personnes, si vous regardez dans les derniers 5, depuis que Justin Trudeau est là, les libéraux, puis ils encourageaient le monde à utiliser plus d'électricité, les thermopompes, les véhicules électriques. Moi, personnellement, j'en ai un, c'est un hybride. Je conduis beaucoup. Par exemple, c'est à peu près, dans l'été, c'est au-dessus de la moitié de mon consommation. Mon usage d'électricité. C'est à peu près 1000 kWh par mois. OK. Donc, si tout le monde fait ça, on n'a pas le choix d'avoir plus d'énergie. Le monde se lamente à Tantramar. L'énergie Nouveau-Brunswick, vous allez y avoir quelqu'un qui représente la compagnie, peut-être, vous parlez de ça. On n'a pas le choix d'avoir plus de... Puis c'est bien beau de dire des batteries. Moi, je suis pas mal familier avec les batteries. En Nouvelle-Écosse, ils ont fait ça. Ils ont fait si vous regardez, il y avait un reportage là-dessus, ils ont fait un plan. Toutes les batteries ressemblaient comme des containers oui. Tu sais, les containers qu'on lance sur les gros bateaux, là. Oui. C'était des batteries. Puis je crois que c'est bon pour 20 ou 30 ans. Ça a coûté 250 millions. Ça, c'est Nova Scotia Power avons fait ça. Okay. C'est beaucoup plus dispendieux à faire ça que... Combien ça coûte? Le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est vraiment pas beaucoup d'émissions comparé à le charbon. En Chine, oui, mais là, vous comparez... Attendez. Wow. Vous allez vite en affaires, là. Vous dites que ça a coûté 250 millions, mais vous ne me dites pas combien va coûter la centrale au gaz. C'est c'est sûr. C'est 1 milliard 250 millions. La centrale de gaz, c'est beaucoup plus steady. Les batteries, ça, c'était à cause que ça a coûté. Les batteries, ça dure pas. Les batteries, là, prenez un téléphone cellulaire, là, chaque fois que vous rechargez la batterie, ça tue la batterie. La vie de la batterie, elle vient à diminuer. Il y a des voitures sur la route en ce moment, électriques, qui sont là maintenant quasiment de 20 ans, puis les batteries ont très peu diminué. La qualité des batteries, maintenant, n'est rien de comparable avec ce qu'il y avait avant. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la centrale au gaz, elle va fonctionner avec du gaz. Et il y a donc un coût qui va venir à chaque fois que vous l'utilisez. La batterie, quand elle est faite, elle est là.
on la remplit, puis on la vide, puis on la remplit. C'est-à-dire, on l'utilise selon les besoins. C'est pas la même chose, là. Pendant 20 ans, 25 ans, à vous coûte... Ouais, c'est 20. Si vous calculez, tu pourrais avoir quelqu'un d'NB Power, tu peux pas comparer le coût des éoliens, les batteries, le solaire. C'est 3-4 fois le prix de puis le gaz naturel, c'est une stopgap comparé au charbon. Oui, en Chine, ils ouvrent à chaque semaine une usine de charbon. Mais c'est quand même... C'est quand même... Le gaz naturel est beaucoup moins d'émissions, puis c'est la base load. Ben, il faut... Écoutez, il y a beaucoup de... Oui, si vous faites ça, c'est quoi les conséquences de tout ça? Continuez votre logique. Continuons la logique. Non, la logique... mais construisons-en une autre centrale au charbon, puis construisons une autre centrale au gaz, puis let's go. Non, mais lui, il dit pas de construire des centrales au charbon. Il prend l'exemple sur la Chine qui fait pire avec du charbon que ce qu'on ferait avec du gaz naturel. Oui, mais toutes nos bebelles, on les fait faire en Chine. On fait tout faire nos affaires, nos cochonneries là, qu'on achète pour Noël puis pour Pâques. Ça vient tout de Chine. Hein? Oui, mais on veut les bebelles, mais on veut pas les conséquences des affaires. C'est notre faute à nous autres. On a fait le free trade avant. Tout était bâti ici. Ça, c'est la faute aux compagnies. C'est notre gouvernement qui a laissé ça faire. Aux États-Unis, tu gardes toutes les manufactures qui ont tout laissé là. Puis, c'est ça. Je veux dire, Trump essaie de tout le monde, le Orange Man bad. Trump essaie de amener les compagnies. Mais ça ne retournera pas. En Amérique du Nord. Ça ne retournera pas. Ça n'arrivera pas. Regarde, Amazon vient de mettre 16 000 personnes dehors, puis il a remplacé ça par l'intelligence artificielle. Puis vous allez... oubliez ça, là. On est rendu... Les emplois qui ont été envoyés en Chine à des salaires de crève-faim, là-bas, mais là-bas, c'est normal. C'est-à-dire que c'est le coût de la vie beaucoup moins. Le système, c'est un pays communiste, alors ils décident de tout. Ici, on a la libre marché, tout ça, les salaires ont monté. On n'est pas compétitif pour ces affaires-là. Là. Si on fait des guirlandes de Noël au Canada, elles vont coûter pas mal plus cher que celles qui viennent de Chine. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut plus... on pourrait les faire, mais... Donc, il faut complètement... C'est le système au complet qu'il faut repenser, parce qu'on est allé mettre de l'avant cette mondialisation de l'économie, OK? Dans les années 80, sous Brian Mulroney, puis Margaret Thatcher, puis Ronald Reagan, ça a été comme... annoncé comme étant quelque chose de fantastique. Alors, on est 45 ans plus tard, ça allait donner de la croissance économique. Et ça fonctionnait bien, ça, au début, parce que la richesse qui était faite dans des échanges-là descendait dans le système social et tout le monde y trouvait un peu son compte. Mais là, ça fait 40 ans, les systèmes mondiaux sont en train de changer, et là, on se rend compte que, non, ça descend plus, là. Elon Musk, puis Jeff Bezos, puis tous les autres, là, ils en accumulent, c'est même plus des extra-milliardaires, c'est des trilliardaires. Ça n'a plus aucun bon sens. Donc, la richesse s'en va vers les plus grands, et les plus pauvres en bénéficient pas. Et là, on va nous mettre l'intelligence artificielle. Ils ont besoin d'énergie pour le centre, en passant, les gros centres de données qu'on veut installer au Nouveau-Brunswick, au Québec, à bien des endroits. Ça mange juste celui qu'on veut installer dans la région de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. C'est 200 mégawatts pour faire fonctionner ça. Vous vous rendez compte? La centrale qu'on va faire à Tantramar, c'est 400. Donc, si on voulait... juste une bâtisse va manger la moitié. Ça là, jusqu'où on va aller jusqu'où on va dans cette folie-là d'aller toujours consommer plus. Puis je dirais que ça va être dur à arrêter. L'intelligence artificielle, c'est comme plus arrêtable. Puis là, ils vont vouloir le fournir en énergie pour que tout le monde y ait accès. Puis ça, c'est parti. Là. Ça, c'est parti d'un sens. Puis je pense que c'est irréversible. C'est-à-dire qu'il y a des limites physiques. La planète, elle a des limites physiques qu'on ne peut pas dépasser. On dirait qu'on les a dépassées souvent. Parce qu'elle avait accumulé un gros capital. Mm-hmm. Au lieu de vivre juste sur les intérêts, on vit sur le capital depuis très longtemps. Et à un moment donné, c'est ça les limites physiques. Tous les cycles d'eau, de gaz, tous les cycles géochimiques là, sont tous bouleversés sur la planète. Puis on pense qu'on va continuer sans que la nature nous rappelle à l'ordre. À un moment donné, je pense que tout le monde est conscient de ça, jusqu'à un certain point. Mais si on reste aveuglé par la croissance économique, c'est certain qu'on va frapper dans le mur. Donc, il faut revenir un peu à la base, dire est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et est-ce qu'on a besoin de ça de cette manière-là?
La réflexion doit être plus profonde. Et je suis curieux de savoir ce que vous avez à ajouter au téléphone. C'est ça, l'intelligence artificielle. Moi, mon opinion, je pense pas que ça va... ça peut pas peinturer ta maison, ça peut pas wirer c'est limité ce que ça peut faire, puis je pense qu'il y a une grosse hype là-dessus. Aussi, l'énergie, oui, c'est sûr que à la fin, dans le plein cœur de l'hiver, tu veux pas avoir l'énergie aller pour des centres, des data centers en anglais, puis nous autres, on n'aurait rien, puis on gèlerait. Non, absolument ça, je suis d'accord avec ça. Ben, je pense que tu vas avoir une invention, que ça, c'est une grosse hype qui disent que ça a besoin de l'énergie. Éventuellement, ils vont faire une invention qui va avoir un chip qui pourra tout faire ça. Ça aura moins besoin d'énergie que ce qu'ils disent. C'est la même chose que, tu sais, vous rappelez-vous dans c'était toutes les fiber optiques, là, comme Nortel, puis toutes dans les 90, ils disaient que l'Internet, c'était tout .com, boss, là, ben c'est la même chose qui va se produire. Ça a moins besoin d'énergie qu'ils pensent, là. Oui, mais on est rendu à 8 milliards. On a dépassé le 8 milliards d'individus sur la planète. Et notre modèle de développement, c'est le modèle qu'on veut envoyer partout ailleurs, qui est un modèle qui est basé sur la surconsommation. Peut-être qu'on va consommer un peu moins d'énergie ici ou là, comme le moteur thermique, le moteur de nos voitures là, à essence, là, il est un peu moins énergivore. Il prend moins d'énergie aujourd'hui qu'il en prenait il y a 100 ans. Mais le petit gain qu'on a fait là, il est complètement anéanti par la quantité de voitures qu'on met sur le chemin. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu le même raisonnement. On est 8 milliards, on veut toute la même chose. L'Inde s'en vient, là, avec le même modèle, puis eux, ils sont plus nombreux en plus que la Chine. La Chine a commencé à diminuer sa population, mais l'Inde est encore en croissance, puis il y en a encore pour au moins 10 ans à continuer d'augmenter. Donc, ça va devenir un joueur majeur. Et il y a beaucoup de choses que la Chine ne fera plus, puis ils vont être obligés d'aller le faire en Inde, eux autres aussi. Ça va devenir la prochaine grosse manufacture. Mm-hmm. Alors, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. Puis, tu sais, l'énergie... moi, je pense qu'il y a une limite, à un moment donné, à ce que l'on pourra consommer. Et là, ben, dans la limite, ça va être la limite physique, puis il y a aussi les coûts de tout ça. Les coûts de tout ça, est-ce qu'à un moment donné, on pourra se payer tout ça? Est-ce qu'on pourra se payer... Quand les gens disent, moi, je suis plus capable, là, j'ai payé mon électricité, ben c'est plate, mais elle va pas descendre. Donc, à court terme, il y a des solutions. Tu sais, par exemple, vous avez glissé un mot hier, la tarification progressive. Ça pourrait... Au lieu de construire une centrale au gaz, on pourrait faire facilement de la tarification progressive. C'est-à-dire qu'il y a 2 moments, parce que cette centrale-là veut combler les pics. Hein, il y a un pic de demande le matin entre 7h et 9h, entre 6h et 9h, puis le soir entre 5h et 8h. OK, il y a 2 gros pics, il y a 2 grosses demandes là. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire aux gens, hey, si vous consommez entre cette période-là, ça va coûter le double du prix. Par contre, si vous consommez la nuit, ça va vous coûter 2 fois moins cher. Puis le monde qui ont des voisins vont être tannés d'entendre la laveuse marcher à 3 heures du matin. Ben, tu la programmes puis tu la vas, ou tu la fais, ou le lave-vaisselle. Mais pourquoi ça faut faire du bruit? Pourquoi les voisins? La nuit, tu parles des appartements? La sécheuse. Moi, si je fais sécher mon linge la nuit, je vais déranger mes voisins. Ah, toi, OK, là, tu pousses ça à l'extérieur. Oui, mais il faut faire des choix. C'est ça, là. C'est toujours une question de choix. Ou, si vous voulez pas ça, ben payez. Ben oui. Mais c'est ça. C'est ça. Mais si on parle juste économie, ça pourrait être une solution. Et d'ailleurs, ça se fait partout ailleurs. Ben, pas partout, mais ça se fait beaucoup dans le monde, ça. Cette tarification-là progressive. Pourquoi qu'Énergie Nouveau-Brunswick ne va pas de l'avant de ce côté-là? Et puis, on doit aller en courte pause, mais je reviens vers vous pour un dernier mot au téléphone. Oui, ben la tarification, ça se fait en Ontario. Puis si vous regardez les smart meters, là, ils sont en âge pour ça, là. Ouais. Oui. Mon opinion là-dessus, ben c'est correct pour charger un char électrique la nuit. Comme moi, j'ai un char électrique, je le charge la nuit. C'est le même prix que le jour. Ben quand même, ils sont en âge pour ça. Ben ça, tu peux pas éviter les pics. La majorité des pics, ça vient de l'électricité, les thermopompes, les chauds, quand on chauffe à l'électricité. On peut pas éteindre ça. On peut pas éteindre ça. Là. La majorité du pic, c'est ça que ça devient. Non, mais on peut... La chaleur pour la maison. Là.
Mais oui, vous avez raison, mais on peut modifier ça. Il y a Hydro-Québec, par exemple, avec tous les gens qui consomment l'énergie, ils ont un programme. Et puis, ils peuvent dire, OK, on a un pic de demande qui s'en vient entre telle heure et telle heure. Si vous voulez contribuer à baisser votre température, avisez-nous en appuyant sur ce bouton. Et ils contrôlent la température de votre maison entre telle heure et telle heure. Et ils vous donnent des rabais ou des crédits que vous pouvez utiliser dans un autre moment donné, ou c'est surtout des rabais. Ben, vous avez juste à dire oui, si vous n'êtes pas à la maison, puis ils vont la baisser pour vous. Alors, c'est possible de le faire, parce qu'ils vont jouer dans cette demande-là. Et il y a aussi les industries, on sous-estime l'importance de l'industrie. On peut demander à des gros consommateurs de l'industrie, dire, « Hey, entre telle heure et telle heure, peux-tu changer ton chiffre, là, juste cette journée-là, parce que là, il y a des gros froids qui s'en viennent. » Puis la plupart vont être prêts à le faire. En autant que ça soit gagnant-gagnant. Donc, il faut être imaginatif, puis il faut sortir de la boîte de surconsommation, puis de voir comment est-ce qu'on peut consommer plus intelligemment. Vous, au téléphone, voulez-vous rester avec nous pour la suite de la discussion? Oui. Oui, OK, ben restez en ligne et on vous revient dans quelques secondes. Vous écoutez Parle, Jazz. Bon mardi. Restez en attente sur la ligne téléphonique, vous qui êtes avec nous depuis quelques minutes. On va prendre aussi un autre appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui? Oui, bonjour. 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 Bon. Jacques a une belle façon de nous amener dans à peu près 15 sujets, dans à peu près 30 secondes. Bravo, Jacques. Premièrement, les terres agricoles dans la province du Nouveau-Brunswick. Oui. 85% des terres agricoles sont assis là à rien faire. Ça veut dire ça, Jacques? Oui. Pour quelle raison? Parce que l'agriculture n'a pas été valorisée dans notre province. Arrête là. Qu'est-ce qui est arrivé avec les successions de terres? Un fermier qui applique aujourd'hui pour une terre agricole, qui va faire de la semence, recule 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme tu veux, au Nouveau-Brunswick, ça prenait un numéro, déclaré fermier. Et de là, tes taxes foncières, tes taxes de propriété étaient différées. Ça veut dire ça? OK. OK, au Nouveau-Brunswick, ça, là. OK? So, la terre le fermier qui a travaillé, là, 20 ans, là, OK, dans ton coin, ou que ce soit même Cook, l'autre bord, pas de dans la province. La taxe foncière, pour la propriété du fermier est à 5 000 $ par année, mais tes fermiers, ta numéro, ta taxe tombe à 2 800 $. Oui. Sauf 1200 $ de taxes. Différé seulement. Ce qui veut dire que quand tu vas lâcher ça, faut que tu payes toutes ces taxes-là à la province. OK. Ça a créé de succession de terre à terre passée des différentes familles. Des enfants ont eu ça, des mononcles, ma tante ont eu ça. Tu dis, wow. Oui, ton grand-père est décédé, il a laissé la terre à son nom, à ton nom. Ah ouais? Pas de problème. Non, il y a un problème parce qu'il doit 35 000 $ ses taxes. Là, tu peux l'avoir. Autrement, si c'est pas payé, il faut qu'il reste là jusqu'à temps que tu payes ça. OK. Ça a créé que le gouvernement a tout ça dans les cours à l'heure actuelle. Là. Ils ne savent pas que c'est faire avec ça parce ils causent des poursuites. Ils n'appartiennent pas officiellement parce que ça a encore été passé de famille à famille. Sur 85% des terres agricoles dans la province, ils ont ce même problème-là. Bon. Je dis pas que la situation qui se passe comme ça à Memramcook des terres agricoles, mais promenez-vous dans la province et regardez, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Je passe chaque année, il n'y a pas grand monde qui se passe là, puis qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui se passe en province. Mais ça, c'est un des éléments. Oh non. C'est la grosse élément parce que si monsieur le fermier vend sa terre, tous ces morceaux de terre maintenant, la taxe déférée, il faut qu'il soit payé. Oui. Moi, j'en ai un dans notre coin, là, il appartient à peu près à 600 acres. Peut-être 700 acres. Ça fait 23 ans que je suis dans ce coin-ci, il n'y a pas un équipement qui a tourné sur la terre agricole. C'est où, votre coin? Ah, je ne peux pas dire ça, là. OK. Parce que ça devient un petit peu plus personnel pour les ceux dans mon environnement, là. OK. Mais puis ça, c'est partout dans la province, Jacques. Informe-toi, tu vois, tu dois être surpris, toi aussi. Ça se peut-tu? Mais pourquoi on a... Pourquoi qu'on a créé ça? Non, pourquoi qu'on n'en fait plus d'agriculture? C'est parce que les terres sont assises là à rien faire, parce que le monsieur le fermier est décédé, il a plus la capacité, ça a passé ça à une autre génération. Oui, parce que la relève n'est pas là. La relève n'est pas là, les enfants sont partis, ils ont trouvé des jobs. Oui, elle est où l'école d'agriculture au Nouveau-Brunswick? Ah, inquiète pas, ça c'est une autre affaire. 850 000 personnes n'auraient pas toutes ces affaires-là. Non, mais c'est ça que j'essaie de vous dire au départ.
d'accord, c'est que l'agriculture n'est pas valorisée dans notre société. Jacques, je comprends ce que tu veux dire, là, mais qu'est-ce que tu parles, que ce soit l'électricité? On peut parler, moi, je peux avoir un débat avec toi, peut parler de tout ça. On parle de l'électricité, de la consommation, puis tu as raison, puis on a sorti des compteurs électroniques, puis inquiétez-vous pas, vous allez voir, ça a coûté 100 millions à NB Power, ça, ces machines-là, là. Puis vous allez voir, on va vous aider à sauver l'électricité. Sont-tu rêveux, Colin? Un compteur électronique pour leur aider, pour pas qu'ils envoient du monde pour compter qu'est-ce qu'on servait. Ça ne m'aide pas dans ma maison. Jusqu'à temps que ce compteur-là soit connecté à chaque thermostat que j'ai dans la maison. Il dit, hey, chambre numéro 4, le châssis doit être ouvert parce que la chaleur sort d'un bord à l'autre. Tu comprends, Jacques, là? Oui, mais ça existe. Vous savez que ça existe, ça. Oui. Il y a une petite boîte que tu peux... Il y a une petite boîte que tu peux mettre à côté de ton panneau électrique. Oui, Jacques, qui va calculer, il va te dire, il va te le dire. C'est quelque chose d'important que tu réalises, là. Ouais. OK? Réalise, là, qu'en général, le monde, c'est pas des tatapes et des oiseaux, là. Puis je dis pas que tu dis ça, là. Les gens font le possible de couper l'électricité. Ouais. Ils font le possible de voir la consommation. Ouais, il faut pas mais on n'est pas tous des génies, puis on n'est pas tous des ingénieurs, puis on n'est pas tous des charpentiers, là. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive? On vit dans une société, là, avec tous ces défis-là. Ouais. La province nous a vendu la salade. Faites application pour des pompes thermos, des mini-splits, là, OK? 50 000 personnes ou 50 000 thermos à prendre en province. Bon. Pense à ça une minute, là. On a des maisons qui ont été conçues surtout dans les banlieues des villes. Des maisons, ça fait des 50 ans, des 80 ans. Ah, mais monsieur, tu changes tes fenêtres, puis tu vas sauver peut-être 1 000 $ par année. Mais tes fenêtres, pour les changer, ça va te coûter 25 000. Puis ta toiture, puis l'insulation, peut-être ça. Les panneaux solaires, c'est la même chose. Les programmes fédéraux, on donne 40 000 $, on ne donne pas à l'intérêt gratuit. Mais, hey, 40 000 $, qui a 40 000 $ met des panneaux solaires pour sauver 1500 $ par année? Soit, Jacques, mais si vous gardez avec le public... Vous avez raison. Si on regarde cette logique économique, il y a peu de gens qui vont être incités à y aller. Vous dites, oui, mais moi, si je fais ça, c'est pour faire des économies, c'est pas pour augmenter ma dette. Je comprends ça. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut arrêter de construire des maisons qui sont comme des espèces de parasites qui consomment uniquement de l'énergie sans... Quand il arrive une crise du verglas, on est tous là en train de paniquer parce qu'il n'y a plus d'électricité, puis les génératrices left and right. Moi, je suis comme toi, Jacques, j'ai dit, moi, je comprends pas. Moi, ça fait longtemps que toutes les fils d'électricité, à place d'avoir des pannes d'électricité, ça a tout passé dans la terre, cette affaire-là. OK? Oh, ben ça coûte trop cher. Pas des poteaux de téléphone, Colin. Ça fait 200 ans qu'on change des poteaux de téléphone, oui, mais les passer dans la terre, c'est un coût énorme. Un coût énorme. Ce que je veux dire, Jacques, l'évolution de l'homme, on avance tranquillement. On change pas au lendemain. T'as raison, faut qu'on change d'attitude. Faut qu'on change d'approche. La construction des maisons, Bill Baby Bill, ça vient de notre grand chef libéral. Là. Que ce soit lui ou un conservateur, mais le moment, Bill Baby Bill, pareil comme le Trump, là, OK? Le problème, c'est que aux contracteurs, il y a des subventions pour les contracteurs là dessus. Plusieurs ne sont pas au courant de ça. Mettez-vous, chaque unité que tu vas construire, on va t'avancer 10 000 $ gratuit, Colin. Ouais. OK? Les gens, Jacques, ne suivent pas, comment vous dites ça, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans la capacité de la vie en général. Les gens veulent survivre de jour en jour, être capable d'aller acheter mes grosseries, mais... Parce qu'on ne permet... Oui, mais moi, je vous entends très bien, puis je me dis oui. Mais alors, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on leur donne des salaires décents? Allez dire à l'entreprise, non, les 25 $, les 15, puis les salaires minimum, c'est quoi, 15 $? Non. Alors, on va monter ça à 25. On est rendu aujourd'hui. Oui, mais allez dire ça à l'entreprise, parce que les gens ont besoin de vivre. Ils vont dire, attends un peu, là, moi, je suis plus compétitif. Exactement, Jacques, t'as raison. C'est ça. Les prix sont rendus aujourd'hui parce que la consommation de l'homme, on est égoïste, Jacques. Comme tu as dit souvent, moi, je le dis souvent, c'est dans ma cour en arrière, je suis pas intéressé. OK? Ouais. Mettez-les de l'autre bord du voisin. Puis là, on a des voisins en chicane. Là, tu parles des fermes. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le pauvre fermier, là, si sa terre agricole fait arpenter pour le changement de zonage, là, OK, il est sujet à payer cette taxe-là.
Puis les familles n'ont pas l'argent pour payer les taxes différées qui sont arrivées là 25 ans. Non, mais le développeur, oui. Ah, ben ça, c'est une autre chose. Là, ils vont en coup, le développeur dit, attends, mais wow. Arrangez-vous avec la formule que vous avez mis en place pour les fermiers, là. Puis moi, je sais pour développer. Parce que vous voulez avoir des maisons, vous voulez en avoir des logements, vous voulez en construire. Et puis là, nous autres, on donne nos taxes personnelles. Bon, c'est notre contribution, ça. Le monde pense que les taxes du gouvernement, c'est le gouvernement qui est méchant. Il n'y a rien fait avec ça. C'est nous autres, le personnel qui a tout causé ça, là, OK? En fait, c'est qu'on est obsédé par cette croissance économique. Exactement. Et on oublie de voir les conséquences négatives. C'est simplement ça que je dis. Oui, non, et puis là, on dit, OK, on en veut. Pourquoi qu'on en veut? Pourquoi qu'on a besoin de temps? Est-ce qu'il y a du monde au bout de l'autoroute à Dieppe qui attend il y a 2000 personnes qu'on attend qu'on leur construise des loyers? Non. Il n'y a pas ça. Donc, il y a une pression. On se fait des rapports qui disent que là, on a une immigration, l'entreprise a besoin de main-d'œuvre, etc. Ouais. Oui, OK, on comprend ça. Mais l'impact sur les écoles, l'impact sur le système de santé, l'impact sur le trafic... Et à un moment donné, là, il y a la main droite peut-il parler à la main gauche puis se dire hey, wow, time out. On peut-il slacker ce côté-là puis dire comment est-ce qu'on va faire une bonne intégration de l'immigration qui va respecter nos limites puis qu'on va tout le monde contribuer dans le même sens et non pas faire péter l'élastique partout. C'est ça, là. Tu as raison, mais tu parles d'une commodité, une commodité qui est vraiment rare. Ça s'appelle ça le grand bon sens. Tu parles du grand bon sens. Bon. On n'est pas tout à fait rendu là comme peuple en général. Là. Or, les gens, vous parlez de la centrale NB Power. Tu sais que le gros portrait, qu'est-ce qui est le problème? Pourquoi tout le monde charge de ça? Mais le vrai problème, NB Power a plus d'argent. Si on faisait une entente pour une centrale avec une compagnie américaine pour un contrat de 25-30 ans, veut dire quoi? Ils n'ont pas besoin de débourser le million, de 800 millions, que ce soit les chiffres. Ils n'ont pas d'argent, Colin. Ouais. Quand tu n'as pas d'argent, tu vas voir quelqu'un qui va te l'avancer, il va le construire, la centrale. C'est ça, tu vas t'endetter, tu vas mettre ça sur la carte de crédit, puis c'est nous autres qui va payer pour. Là. C'est toi, c'est moi, c'est Sébastien, tout le monde. Le pauvre gars qui n'a pas d'argent, mais il a besoin d'une voiture, qu'est-ce qu'il pense qu'il fait? Il s'en va, il dit, comment, la voiture, c'est un paiement sur 5 ans. Ouais, mais pourrais-tu m'arranger ça, c'est un paiement de 8 ans, parce que mon paiement, là, j'ai de l'argent pour payer pour 200$ par mois. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe même chose au niveau des manufactures, la même chose au niveau du gouvernement. Tu vois, notre affaire, elle est pas mal à l'air simple, là, puis tu parles comme un gars simple où le monde comprenne. Puis je te félicite pour ça. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Okay, quand j'entends parler de la centrale, là, le monde ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui est réellement le problème. Ouais. Si on ajoute une centrale, ça veut dire que les coûts vont augmenter. C'est tout simple que ça. Ça, tout le monde comprend ça. Que ça veut dire... Pour quelle raison qu'ils parlent de ça? Comme dès du commencement, là. NB Power sont cassés, 5 milliards dans le trou. Ils ne peuvent plus avoir du crédit au moins que le gouvernement l'avance l'argent. Hey, mais je vais vous dire, on a plusieurs appels qui sont en attente. Parfait. Mais je trouve votre débat vraiment intéressant. Merci pour votre appel. Ça brasse. Jacques, qui a réveillé pas mal de personnes. Jacques, tes sujets, là, on peut en parler à peu près 25 minutes pour chaque t'as levé, les 25 que t'as levé à matin. Félicitations. Merci beaucoup pour votre appel. À plus. Parle Jazz, on vous écoute? Oui, bonjour. Bonjour. Nous, on parlait des crédits qu'ils ont fermés. Les citoyens qui sont aînés au Nouveau-Brunswick, moi, j'ai un Dieu qui fait ça. C'est que j'ai le droit pour que je suis low income. J'ai le droit d'avoir un crédit jusqu'à 300$ sur mes taxes de propriété. Mais ces taxes-là, là, quand tu vas venir à vendre ta maison ou la donner à tes enfants, là, le crédit qu'il donne sûr, là, mais tu viens à la donner à tes enfants ou la vendre, il faut que tu payes tout. Est-ce que tu as eu crédit dans les 10-15 années que c'était dedans? Tous les arriérages devront être payés à la succession, c'est ça? C'est ça. Wow. Pareil comme quand un famille, tu sais que ton père t'a donné une ferme, puis il a eu le crédit, pareil comme ça a été mentionné tantôt, si tu viens à donner un lot de ce terrain-là à tes enfants, il faut que tu payes toute la taxe que tu as eu crédit pour par le passé. Ça peut être des gros prix. Ça dépend. Juste un appui ou deux, ça peut être 12-13 000 $. Donc, c'est comme un cadeau empoisonné. Hein? Tu donnes un cadeau empoisonné, puis après ça, viens à transférer ça à tes enfants ou quand même, faut que tu payes toute la taxe. C'est pour ça que tu vas trop perdre d'abandonner. Parce que les enfants de ces parents-là, tu sais, dans les backroads qu'on appelle, là, oui. Jusque c'était des fermiers, 50 sont à passer. C'était prêt pour un enfant.
à quoi ce qui arrive avec ça, c'est sacralisé. Les enfants ne le veulent pas parce qu'il faut qu'il y ait des choses de taxes à payer. C'est abandonné là. Puis là, les grosses compagnies les achètent. Oui, c'est ça. Oui, c'est mon opinion. Ben merci pour votre appel. Ouais, merci beaucoup. Eh bien, ça en jase. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit parce que moi, ça revient au cœur de la problématique, c'est l'importance de l'agriculture dans nos vies. Tu sais, nos ancêtres, puis même nos grands-parents, pour les plus vieux, ça vivait sur des terres avec des assez grosses familles, puis il y avait une espèce d'autosuffisance. Hein? On avait une dizaine de vaches, une vingtaine de vaches, puis des cochons, puis des poules. Puis on avait un peu de tout, puis on avait des œufs, puis on avait le lait, puis on avait la terre qui nous nourrissait, puis on allait chercher ce qu'on avait de besoin à l'extérieur. On a tout mis ça de côté en pensant que la croissance économique va tout nous apporter de façon plus simple, plus rapide, puis avec une diversité, tout ça. C'est vrai jusqu'à un certain point. Là, on arrive au point où on est en train de perdre nos capacités de faire notre propre nourriture. La plupart des gens ne savent même pas comment planter une carotte là, puis faire un jardin. Ben, ils vivent en ville. Il ne manquait pas M. Carotte ce vendredi. Ben c'est pour ça. Il revient. Mais c'est extrêmement important, ça, de se mettre les mains dans la terre pour comprendre que c'est un travail. C'est très noble, l'agriculture. C'est un métier tellement important. Et je trouve que le Nouveau-Brunswick dort au gaz en agriculture. D'or au gaz, littéralement. On a besoin de se réactiver toute cette filière-là au Nouveau-Brunswick qui nourrit la population. Puis malheureusement, aujourd'hui, ce que vous allez manger ce midi dans votre assiette, puis je vous l'ai déjà dit, Sébastien, moins de 10% est produit au Nouveau-Brunswick. Moins de 10%. Ça veut dire que 90% et plus vient des autres provinces, vient des autres pays. Ça veut dire qu'on est dépendant des autres pour se nourrir. Je comprends qu'on va au magasin, aux grandes surfaces, puis c'est disponible, on l'achète. Oui, mais ça vient comment, ça? Ça vient par camion. Je comprends. Hein? Pourquoi ça t'inquiète, la perte de terres agricoles? Donc, si on perd ces terres agricoles-là, le jour où on ne peut plus remplir nos épiceries, ou à moitié, c'est arrivé en Nouvelle-Écosse, là, à un moment donné, avec l'ouragan Juan, pendant 2 semaines. Là, ils ont eu un problème d'alimentation. Bon, on l'a vu même avec la COVID. Mais les papiers de toilette qui disparaissaient comme par magie, ces tablettes. Vous vous souvenez de ça? La folie du papier de toilette. J'ai jamais compris pourquoi. Ben, c'est parce que le monde ne voulait pas en manquer. Ben oui, mais mon Dieu! Ben, ils ont peur de ça, le monde se torcher avec autre chose que le papier hygiénique. Ta priorité, c'est le papier de toilette. Ça n'en dit long sur une société. C'est intéressant. Mais tout ça pour dire qu'on est donc dépendant. Oui. Et s'il arrive des phénomènes comme ça, on est dépendant des gens qui nos distributeurs. Mais le producteur en bas, lui, quand est-ce qu'on va lui payer le vrai prix pour ce qu'il produit? Parce qu'une bonne partie du prix qu'on achète pour un aliment, ça sert au transport, ça sert à la distribution, ça sert à la publicité, ça sert au plastique, ça sert à l'emballage, ça sert à polluer. Mais l'agriculteur, lui, sa marge de manœuvre grandit très peu. Alors, à un moment donné, tout le middleman là, dans le milieu, là, qui s'agrandit sans cesse, là, à un moment donné, il faudrait peut-être travailler là-dessus. Et les communautés gagneraient, et c'est ça un peu la force de Memramcook, par exemple, où il y a encore une activité agricole, et ces gens-là gagneraient, la municipalité gagnerait à rejoindre l'agriculture et leur offrir 2 choses. Un endroit pour vendre leurs produits directement, pour éviter toute cette chaîne-là où ça coûte cher, mais en réalité, l'argent s'en va ailleurs. Eux, ils ont le minimum tout le temps. Donc, il y aurait un plus grand profit. Et 2, on les encourage. Puis 3, comment est-ce qu'on intègre l'agriculture dans une communauté? Il y a des très beaux exemples en Europe. Oui. Où on est capable de faire du développement résidentiel puis de l'agriculture. Puis on dirait qu'ici, on est incapable de voir une façon de faire qui est différente que juste de la croissance économique. Mm-hmm. Déjà, on a dépassé de plusieurs minutes l'heure de 10 heures, Jacques, mais déjà? Juste pour terminer, là, c'est sûr que concernant Memramcook, là, j'avais commencé à parler avant de prendre des appels d'un des 2 agriculteurs qui avait lancé une pétition, là, lui qui s'y opposait. Là, ça a l'air, Jacob Richard qui nous parlait, qui a rencontré des agriculteurs, là, que ça avait l'air d'avoir eu... Ouais. Il avait l'air d'avoir eu une bonne discussion avec le promoteur hier. Mais regarde, lui, il y avait Conrad Leblanc. Oui. Il y a des inquiétudes concernant les égouts et l'eau. Oui. L'été passé, le fait qu'il y a eu une sécheresse. Là, puis la conseillère Marianne
Colin, qui dit qu'il manque encore des réponses de l'ingénieur là, par rapport à ça. Donc, il y a des inquiétudes. La quantité d'eau dans les puits municipaux, est-ce qu'on va pouvoir subvenir aux besoins, à capacité des infrastructures au niveau des égouts? Bien, il semblerait que non, mais c'est sûr que ça crée une pression supplémentaire parce qu'il y a une demande supplémentaire. Et si on ajoute une centrale au gaz à Center Village, qui est à peu près à 20 km à vol d'oiseau des puits de Memramcook, bien, ça va avoir une pression. Je veux dire, il ne peut pas pomper 7 millions d'eau dans une nappe souterraine puis il n'y aura pas d'impact, là. Il va en avoir une. C'est lequel? Je sais pas. Moi, je suis pas un spécialiste, je suis pas un hydrologue, je ne le sais pas. Mais je suis capable de comprendre qu'il va avoir un impact. Je peux pas le mesurer. L'autre chose, quand vous dites ça, il y a raison, l'agriculteur. Les égouts de tout ça, est-ce que les bassins d'épuration où ils sont, les bassins d'épuration? Hein? Ils sont à côté de la rivière, dans les marais. Ben, dans les marais, dans les terres où on fait de l'agriculture. On utilise les marais salés parce qu'il y a eu des aboiteaux, des digues avec des aboiteaux, puis ça permet de faire l'agriculture là-dedans. En augmentant cette quantité-là de maisons, ben il y a un tuyau qui sort de la maison aussi, là. Faut gérer, là, les eaux usées. Ben s'ils ont besoin d'une lagune supplémentaire, d'un étang supplémentaire, où vous pensez qu'ils vont la prendre? Ben, ils vont la faire à côté des autres, au plus bas. Et c'est encore des terres agricoles qui vont se faire exproprier. Et puis, c'est une roue, ça. Quand ça se met à tourner, cette roue-là... Les gens qui nous écoutent, Jacques, doivent se dire, Jacques s'oppose complètement au projet. Et je pense que tu n'y opposes pas c'est tout pas à que fait. C'est pas que je m'oppose à la croissance. C'est que je dis tout le temps, avez-vous vraiment bien mesuré tous les impacts que ça va avoir? Et souvent, je me rends compte que la réponse, c'est non. Tu voudrais vraiment que c'est ça, que tout soit mesuré comme il faut, que ça soit fait en bonne et due forme. C'est quoi la conséquence? Alors, comment? On va juste l'exproprier, on va dire, tiens, on va te donner un chèque, puis tasse-toi. À chaque fois, c'est quoi la pression morale? C'est quoi le stress que ça crée sur le bétail? Hein? Il y a des études qui démontrent qu'il y a des conséquences parce que les bétails vont être proches des résidences. Il va y avoir de la pollution lumineuse, de la pollution sonore, parce qu'il va y avoir des tondeuses les samedis matins de 9h du matin ou à 10h. Mais c'est normal. C'est ça, la vie de quartier. Alors, c'est très dur de viser les deux. Là. Puis, est-ce que ça va-tu prendre une police des odeurs? Peut-être. Je vais t'arrêter parce qu'on a beaucoup débattu sur ce sujet. Puis, je voulais que tu nous annonces, parce que là, c'est un sujet que tu aurais voulu mentionner aujourd'hui, mais qu'on n'en a pas parlé. Mais concernant le Minnesota, peut-être qu'on y reviendra la semaine prochaine ensemble ou d'ici là. Mais parle-nous du Minnesota aux États-Unis qui veut se séparer? Ben écoute, c'est l'ancien... J'ai trouvé ça tellement bon parce que, puis je vous laisse là-dessus. C'est l'ancien gouverneur Jesse Ventura. L'ancien gouverneur du Minnesota, qui a lancé sur son, son Twitter, mais c'est X maintenant, qui a lancé sur les médias sociaux, « Hey, on devrait devenir la 11e province du Canada. » Ben oui. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, ah tiens, c'est pas juste dans un sens, c'est aussi dans l'autre. Et il disait ça parce qu'il sent que le Minnesota n'est plus voulu aux États-Unis. Eh bien. Parce que là-bas, écoutez, ICE, là, ça ravage dans les rues, là. Il y a un stress incroyable sur la population. Ils sont très visés par les républicains. Ouais, parce que c'est une grosse opération. C'est ça. Ça, c'est pour faire sortir les immigrants illégaux. Oui, c'est ça, oui. Et puis, ce que je trouvais intéressant, c'est que, évidemment, il y a peu de chances que ça arrive parce que c'est impossible de se... La 11e province, le Minnesota. C'est impossible pour un État américain de se séparer. Comme au Canada, ils vont faire des référendums au Québec et tout ça. C'est arrivé, puis là, il y a apparemment que l'Alberta veut faire la même chose. Mais ça, c'est intéressant parce que là-bas, tu fais partie de l'Union et tu ne peux plus en sortir. Mais c'est complexe au Canada aussi, en passant, se séparer. Si l'Alberta veut se séparer, pour la Constitution, il faut que toutes les provinces, quand même, en sortent. Il faudrait que toutes les provinces soient d'accord pour sortir de la Constitution. Ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu veux sortir de l'Union fédérée des États-Unis, il faut que tous les autres États soient d'accord pour que tu t'en ailles, ce qui arrivera jamais. Au Canada, non? Non. J'avais entendu quelque chose comme ça l'année passée. En fait, c'est une autre affaire. C'est suite au... Ça sera peut-être pour une autre émission. C'est une autre affaire. OK, bien merci, Jacques. Et puis, je remercie aussi du fond du cœur, là, sincèrement, tout le monde qui a participé à l'émission. Ça a été très enrichissant, très, on va dire, divertissant aussi, même si ça reste un sujet sérieux. Mais merci à tous et puis ça nous fait réfléchir sur les différents enjeux concernant ces beaux projets. Eh bien, merci à vous. Merci à Jacques. Bonne journée. On va souhaiter une belle semaine à l'entendre de CJSE, le vrai country.